public ou privé. La vraie problématique, elle est où est-ce qu'on met le curseur de la qualité pour répondre au mieux aux besoins d'un marché. Lorsque j'entends le président de l'université et montrer comment l'université répond à des besoins, ben ça veut dire que nous avons déjà fait une grande mue. Et je voudrais conclure en disant que ne pensons pas, s'il vous plaît, que ce qui est public n'est pas bon ou que ce qui est privé n'est pas bon. Il y a du bon et du mauvais des deux côtés, mais là où il y a de la qualité à haut niveau, ben nous devons rassembler nos efforts pour pouvoir faire des benchmarks, partager les expériences et répandre cette dynamique. Et je vous remercie. Il y avait une question au premier rang, et puis on viendra après, monsieur. Premier rang là. Au premier rang. Bonsoir à tous. C'est M. Isa Saïd, professeur et chercheur en génie civil et membre de l'Union internationale de la société civile auprès de l'ESISCO et président régional de l'excellence pour le développement humain de la région du Nord. L'enseignement, le système éducatif, déjà, c'est un sujet qui nous rassemble tous, gouvernement, structures éducatives, société civile, universitaire. J'aimerais bien poser deux questions. Je dois revenir sur la TIC, la technologie de l'information et de la communication que vous avez déjà évoquée, Monsieur le Président de l'Université Mohammed V Rabat. Comment vous avez déjà introduit cette démarche et comment vous pouvez aussi juger, je peux dire évaluer les résultats qu'a donné cette démarche avant de passer aux représentants de l'UNESCO pour qualifier cette démarche et sur comment vous voyez cette base sur laquelle l'Université Mohammed V s'est appuyée afin de forger des candidats qui seront aptes ou capables d'être embauchés. Est-ce que aussi vous avez d'autres méthodes, d'autres, je peux dire, nouvelles démarches selon les recherches au sein de l'UNESCO pour le problème de la langue ici au Maroc et en Afrique en général? Je vous remercie. Alors, monsieur Benjeloun, puis monsieur Tawil, je vous demande de répondre brièvement, si c'est possible, pour qu'on puisse prendre d'autres questions, parce que là, on est encore sur l'université Mohammed V de nouveau. On est très marocain. Alors, rapidement, pour tout ce qui est... c'est la réforme qui a amené langue et communication et l'éthique comme tronc commun pour tout le monde. D'accord? Alors, notre rôle à nous, c'était d'assurer le matériel pour que ça se fasse correctement. Franchement, je suis plus satisfait avec les résultats d'éthique que je le suis avec les résultats des langues et communications, où nous avons encore des problèmes à mettre sur pied un système fiable qui donne des résultats. Mais je ne parlais pas de ça, je parlais des formations. Et chaque université fait ça. Chaque université doit identifier ses points forts. Et parmi nos points forts, c'était l'informatique et c'était tout ce qui est sécurité informatique. Alors figurez-vous que nous avons maintenant des stagiaires qui viennent de Saint-Cyr, qui n'est pas n'importe quelle école, pour faire un semestre chez nous dans le cadre de leur formation. Alors, la sécurité informatique pour nous, c'est un point fort, on a décidé de l'exploiter. Et c'est comme ça, je pense que c'est comme ça que les universités doivent faire deux stratégies. Une stratégie orientée vers la région et une stratégie orientée vers la valorisation, si vous voulez, l'exploitation de ces points forts, que ce soit sur le plan matériel ou sur le plan ressources humaines. Monsieur Tawil. Je pense que la première partie de la question, c'était aussi par rapport aux nouvelles technologies et l'impact sur l'éducation. Et il y avait une question aussi sur les langues. OK. Actuellement à l'UNESCO, je ne pense pas qu'il y a, disons, un modèle à proposer en termes d'utilisation des nouvelles technologies en éducation. Mais avec, je pense, le constat maintenant de l'accélération des développements technologiques, milite en faveur de la maîtrise
d'un certain nombre de compétences de base. On en a parlé de quelques-unes, et c'est vrai que même en termes de projection de métiers de l'avenir, il y a de plus en plus une contraction du temps face à des métiers technologiques, que ça devient, l'évolution est tellement rapide que c'est difficile, ça devient de plus en plus difficile d'identifier, des besoins, des métiers d'avenir, de concevoir des formations, de les mettre en place. Donc, de nouveau, si on répercute sur l'enseignement de base, l'idée c'est de vraiment se concentrer sur des compétences de base, et on avait parlé de compétences en termes de résolution de problèmes, l'utilisation des supports et des médias numériques que tout le monde apprend maintenant, en dehors, de l'école, est un élément est une compétence de base qui fait partie même de l'alphabétisation aujourd'hui. Parler de l'alphabétisation aujourd'hui dans le sens, traditionnel, de pouvoir écrire et lire, est loin d'être suffisant. D'abord, de pouvoir lire et écrire dans une seule langue. Je pense, d'ailleurs, la définition officielle en Tunisie, c'est de la personne qui sait lire et écrire dans une langue en moins. Donc, l'idée qu'il faut déjà cette compétence de base en moins de langues, mais ensuite la maîtrise, de l'utilisation des supports. Maintenant, l'impact des médias numériques sur l'apprentissage, sur notre façon d'apprendre, même au niveau psychologique, il y a tout un champ qui s'ouvre, parce que la façon dont on cherche l'information, dont on le rassemble, les temps de concentration qu'on a sont complètement différents. Juste pour terminer sur ça, sur la nécessité d'avoir dans une formation de base de qualité, des compétences génériques, Alvin Toffler, qui est un peu un futuriste, dit l'illettré ou l'analphabète du XXIe siècle, c'est plus celui qui ne sait plus lire et écrire, mais celui qui ne sait plus apprendre, désapprendre et réapprendre. Tellement l'évolution est rapide. Donc je pense qu'on revient aussi un peu au paradigme de l'enseignement tout au long de la vie, et pour pouvoir assurer, une participation pleine à ce savoir, à l'acquisition de ce savoir et à la contribution à ce savoir, et il faut avoir une bonne maîtrise à la base, de quelques compétences de base. Maintenant, pour ce qui est des langues, la question... Il y a une position par rapport à la langue, du point de vue UNESCO, de la langue maternelle, comme étant fortement encouragée pour les premiers apprentissages. Mais maintenant, la question des langues et la question des langues d'enseignement est une question politique, de choix politique. Mais on a, en effet, je pense, pour les pays du Maghreb, le Maghreb central, je pense qu'il y a quelque chose à apprendre des expériences des uns et des autres dans une bonne maîtrise du bilinguisme. On pourrait ajouter l'introduction de l'amazigh ou de tamazigh en Algérie et au Maroc. Et qu'est-ce qu'on sait de cette expérience? Mais je pense qu'il y a un partage intéressant à voir aussi avec des pays comme le Liban, où il y a peut-être moins une concurrence idéologique entre l'arabe et des langues étrangères. Il y a quand même en toile de fond, je pense ici au Maghreb, c'est peut-être le plus clairement exprimé aujourd'hui en Algérie, quand même derrière la question de l'instrument, du véhicule, de communication, il y a quand même des charges politiques et idéologiques et identitaires. Merci. Il y avait une question là-bas. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tariq Zougari, docteur en mathématiques, professeur
à l'université Tanger-Tétouan, Abdelmalik Saadi. J'ai été ravi d'assister avec vous à ce colloque, mais en même temps un petit peu déçu, parce que pour moi, l'enjeu de l'éducation, c'est quelque chose de capital, et voir une si petite salle, ça m'effraie un petit peu. Où sont les directeurs des écoles, où sont les directeurs des lycées, où sont les collègues de l'université de Tanger, le président de notre université? Il nous faudrait un grand amphi pour... il y a eu quand même de belles idées, et j'ai eu plaisir à les écouter. Pour ne pas me perdre. Alors oui, c'est une présence élitiste, permettez-moi de le dire. C'est peut-être un double problème de communication vis-à-vis de Middays, vis-à-vis des Tangérois, des Marocains. Il y a un problème quelque part. La réalité, oui, je suis marocain, donc le problème de l'éducation me frappe. Le Maroc a été presque très très mal jugé par les instances internationales. Nous sommes aux côtés du Yémen, de la Mauritanie et du Soudan. Et moi, en tant qu'enseignant-chercheur, ça me fait mal quelque part. Et il faut le dire, il faut le comparer. C'est peut-être mon côté scientifique, mathématique des chiffres. Il faut regarder la réalité en face. Et nous sommes au Maroc, par exemple, et au Maghreb aussi, dans une si mauvaise situation. Le privé, c'est une chance. Mais c'est une chance, c'est un atout. Mais il faut le prendre avec des pincettes. Pourquoi? Parce que moi, ça me fait mal que l'université, j'étais professeur à la faculté des sciences à Tétouan, et on donnait des cours à des gens qui payaient. Et j'étais en contact d'étudiants qui venaient de la campagne, qui n'avaient même pas de chaussettes ou de chaussures dignes, parfois brillants, et qu'on ne pouvait pas accepter. J'étais le seul professeur dans mon département de mathématiques informatiques à dénoncer ça gentiment. Il faut que je finisse? Un petit peu. D'accord, 2 minutes? Ouais, une. Une seule minute, d'accord. Voilà. Monsieur Youm a donné une bonne idée de former de bons enseignants, des enseignants courageux. Parce que je le dis et ça me fait toujours mal, il y a des professeurs d'université dans ce pays et dans mon université, si on n'achète pas le polycopier à 100 dirhams, on ne passe pas l'examen. Et ça, c'est honteux. Il y en a pas un à l'université de la science, parce que la science, quand même, demande une certaine crédibilité et d'honnêteté vis-à-vis de soi. Mais allez voir ce qui se passe dans la faculté des droits, et je finis avec ça. Ali Ezzat Begovic, l'ex-président de Bosnie, disait on applaudit plus le courage que l'intelligence. Merci beaucoup. Merci à vous. Je crois en effet que le classement auquel vous avez fait allusion pour le Maroc concernait moins l'enseignement supérieur que les problèmes de l'enseignement de base qui ont été évoqués ici, et avec la nécessité de former des enseignants pour les écoles de base. Peut-être qu'on va prendre la question qui était là devant au premier rang, et puis on verra si ensuite quelqu'un veut intervenir dans le panel. Vous vouliez aussi poser une question, je crois. Tout premier rang, monsieur. Oui, bonjour, je me présente Mohamed Ouaïd Fikri, étudiant en première année à HEM. Et donc ma question est pour monsieur Ben Salem. Donc vous avez parlé à propos de la compétence que le marché du travail exige. Mais j'aimerais savoir, est-ce qu'on a eu le plaisir de donner à ces jeunes diplômés la chance de montrer leur savoir-faire et leurs compétences? C'est ma question. Autre chose, comme vous savez, que cela peut influencer aussi sur les enfants. Parce que, comme vous savez, si un enfant regarde son grand frère qui est chômeur et diplômé, mais qui n'a pas de travail, et qu'il le voit en train de se réveiller à midi, et qu'il n'a pas autre chose à faire, donc cela peut influencer sur sa scolarité aussi. Donc, j'aimerais bien avoir une réponse. Monsieur Ben Salem. Je suis totalement de votre avis. Moi, j'ai bien insisté sur le fait qu'il y avait un mal-être, et j'ai parlé même de malentendus. On a donné de faux espoirs aux jeunes, je parle de la Tunisie, en leur disant que travailler, aller à l'école, amener des résultats, vous aurez des diplômes, et ces diplômes vous permettront de travailler. Ce n'est pas le cas.
Et c'est pour cela qu'il y a eu de très grands sentiments de frustration. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a eu en Tunisie ce que vous avez tous vécu avec nous. Il y a une question de dignité. M. Rolfi a parlé déjà dans l'intermédiation pour l'emploi, il y a une sorte de maltraitement qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas continuer sur cette lancée. J'ai parlé de dire la vérité, il faut dire la vérité. Il faut qu'à un certain moment, ce droit à l'éducation s'arrête aux besoins de la société. C'est la vérité très difficile que personne ne veut dire aujourd'hui parce que tout le monde a peur de ces révoltes et de ces révolutions. Il y a un moment où l'on doit dire tel profil doit être orienté vers tel métier, tel autre vers tel autre métier. Aujourd'hui, et M. Hume avait parlé de ça, en plus de tous ces problèmes de création d'une usine de création de chômeurs qui est devenue l'université tunisienne, et même les instituts technologiques tunisiens, parce que vous avez aujourd'hui en Tunisie, non pas des milliers, mais des dizaines de milliers. On est à 300 000 diplômés chômeurs de l'université dans un pays de 10 millions d'habitants. Et tous ces jeunes-là se réveillent à midi, vont s'asseoir dans les cafés, fument leur chicha et n'ont pas de perspective. Donc à la première occasion, ils cassent, ils brûlent et ils sabotent l'économie nationale. Mais ça, et Lampedusa, vous savez, un de nos candidats aux dernières élections de la Constituante avait trouvé la solution à Lampedusa. Il a promis de créer un pont entre la Tunisie et la Sicile pour ne plus voir ces jeunes prendre ces barques et aller en Italie. Donc, moi, je pense que c'est très important d'insister sur cette question de dire la vérité. C'est aujourd'hui qu'il faut la dire, la vérité. On ne peut pas reporter ce problème à demain. Ça, c'est une chose. Une deuxième chose, moi, en Tunisie, en tant que ministre de l'Éducation, j'ai parlé de complot de la médiocrité. Comme la mauvaise monnaie chasse la bonne, eh ben, les profs médiocres chassent les bons professeurs. Et nous sommes dans une situation où tout le monde se tait parce que la majeure partie de notre corps enseignant n'a pas le niveau requis pour enseigner. Et c'est pour cela que je l'ai dit à Tunis, je dis qu'il y a un vrai problème à poser à propos du cursus de formation des professeurs. C'est ça l'avenir de nos pays. Mais aujourd'hui, les problèmes sont là. Est-ce qu'on va se cacher la face en disant non, tout va bien et de toute façon, il y a des élites, elle va prendre... Et là, je termine en donnant un petit exemple sur nos élèves qui partent faire des études dans les grandes écoles, par exemple françaises ou autres. Moi, je vais vous donner un chiffre. En 1995, sur 19 candidats étrangers à Polytechnique, 16 étaient tunisiens. Cette année, 2011, aucun étudiant tunisien n'a eu une grande école. Aucun. Il y a un problème. Et ces problèmes-là, on doit en parler en toute honnêteté. Merci. Je vais être obligée de regrouper les dernières questions. Les mesdemoiselles, monsieur au fond et mademoiselle là, on va voir si on peut. Essayez d'être court pour que tout le monde puisse parler. So I'm Bouchra Abnhida. I'm from SK School of Management, Casablanca, Morocco. Allow me to ask a geopolitical question. As you know, research helps make teaching more relevant. And here is something to think about. In 2010, the MENA region devoted 0.39% to research. And this is in stark contrast with the situation in OECD. This grouping devoted in the same year about 2% of GDP to research. So the question is, how can this be if the MENA region includes a petroleum-rich country? And do you think that creating a regional fund for research is possible? And if so, would it resolve the lack of resources to fund
research. Okay, thank you. Maybe the person behind, yes? Gentleman behind, voilà. Yes. Ali Amrani, advisor in higher education. A few people talked about the California system. I did attend the California system, and I am a big fan of it. Do you believe that such a system could eventually exist in our world, in our region? A system with 3 different or 4 levels. More specifically, if you look at any single university or private school in higher education, you're going to see the terms advanced research, elite, grande école, which I believe are things that is a complex we inherited from the French system. Do you think we can eventually break away from this and be more modest, more relevant, more operational, and understand that what we need and kind of go towards? It's not bad to say we want someone average. We are average, we start from average, and we still want to end up somewhere average and break away from that complex we live in the region. Second part, if you allow, why... Okay. And so I will try to take one more question, the lady with the glasses and the scarf there. Hello. Sorry for that, but it's time, and I do want some of the panelists to be able to answer. Hello, I'm Iman Tahiri from ISCA Casablanca, 4th year. So I have 2 small questions. The first question is to Mrs. Jara Milo. So what do you think about what our guests talk and what our students toward what you've said in your report in the problems we have in our university system, its lack of evolution and its inadequation, its chronic inadequation. My second question is to Mr. Ben Salem. How do you count to motivate people? You just said that you want that you have a big challenge to raise the rate to 50%. How do you count to motivate those people when they see that there are other people that they were before them, they had their diplomates and they are in employment with I want just to precise that the rate of employment in North Africa is 27.5%. So it's a really big challenge. Thank you. Thank you very much. Maybe I will ask Mrs. Jaralio to answer, because you were, this gentleman was also talking about the Californian system, which seems to be to have interested a lot of our public here. Et ce système, effectivement, la question c'était de savoir si, au fond, des étudiants pouvaient se sentir attirés dans un système où tous ne seraient pas destinés aux grandes écoles. C'est-à-dire, on en revient à l'idée de la diversification et des établissements intermédiaires. Peut-être je vous laisse répondre à cela, et puis on terminera avec Monsieur le Ministre en réponse à la question de mademoiselle. Je suis désolée, on ne pourra pas prendre d'autres questions. Can I begin with the research question? Okay. Is that okay? Okay, and then... Yeah, okay. You are correct. There is not yet the belief or the will to make such investments, even in the oil-rich countries. Only Qatar has established a fund, and that has many, many uses. It's not really focused in the way that it could be. There is not yet a belief that research being done within those societies will benefit those societies. There's a belief that you can buy the results. You can buy nanoscience, but part of my job is to persuade people that there are many, many social benefits in those investments, not just the knowledge created, but the capability that is created by creating the knowledge. So you're correct that it's a challenge. I can't resist commenting very, very briefly on how to make that shift. It's only happened in one American state. It's a very difficult thing to do. Texas hasn't done it, New York hasn't done it. It requires clear vision, it requires very strong leadership, and then it requires extremely strong governance. Thank you very much. Thank you. I'll try to answer to the question, can we have in this part of the world a California system like
higher education system, I would say yes, definitely. But I will have to rephrase what you just said. It requires vision, it requires leadership, it requires political will, which is probably the most difficult one, because you need to have a very long-term perspective. You need to have what the former minister of Tunisia keeps saying is people need to understand that not everybody has to go to a research university. No. In California, I said it's about a third of, it's 1/8 of the secondary education graduates from high school. And the community colleges, they are 2-year programs. They are enrolling 3 million students. The research university is about 100,000. So you see the big difference? It's a huge difference. So it requires also cultural understanding and change in the way people think and perceive what education is for. So it is possible, but it takes political decision and acceptance within the people. If I understood your question is, what do I think is the problem with the system? What do you think? You've just heard the reaction of our guests and our students, and comparing to the reports of the International Bank, you talked about different problems in our university system and its lack of evolution. So when you just heard these reactions, what is your reaction? Well, first of all, I'm very happy to be here, and I'm very happy to see this large number of students, because to tell you the truth, it's not always the case. In many cases, when we go to debates like this, maybe you have 1 or 2 students in the room. Here, the majority are students. So bravo for Morocco. I think this is big change. So I think it's very, very good. I think it's also very healthy that you are posing your questions directly to your rectors, and you're saying things, you're speaking the truth. I think this is very important. You can only solve problems if you know what they are. And am I surprised with what I'm hearing? No. And I have to say, these problems are not only seen in this part of the world. Higher education systems all over the world are going through a lot of issues. So, the US, the OECD, everywhere. So, keep your hopes up. Thank you. Monsieur Bensalem, peut-être pour une conclusion. Thank you. I'm afraid I have no answer to your questions related to the ways and means of motivating young students to be oriented to training, for example. Because in the beginning I have talked a little bit about a Mediterranean mentality. And I was saying that because Spain has lived the same experience of Tunisia. And Spain has tried for 5 years to orient something like 35% of its students to training and to professional sections. And it has failed. Why? Because parents did not accept that their kids don't have the chance to go to universities. So I think in this case that every state in the Arab world has the responsibility to say how things should be. And I'm afraid to say that selection will, unfortunately, I know that this word is very dangerous to say now, but selection will certainly be the way to choose who will be a doctor and who will be a plumber, a nurse. Thank you. Monsieur Gorfi, vous souhaitez dire un mot, puisque on a encore un petit moment. Je voudrais juste dire, avec ma casquette de membre du conseil scientifique d'Amadeus, notre professeur de sciences mathématiques, je voudrais juste rappeler que ce n'est pas un défaut de communication des MedDays.
Les Meddays est un forum du Sud qui réunit des gens qui viennent réfléchir sur un certain nombre de sujets stratégiques. Et pour éviter que nous nous retrouvions entre élites de différents pays du Sud et du Nord, nous avons ouvert depuis quelques années à des étudiants et en proposant au monde de l'éducation de s'inscrire gratuitement et de venir. Donc c'est une porte ouverte que les Meddays et l'Institut Amadeus offrent, mais évidemment, ceux qui sont là, qui sont venus d'un peu partout, en profitent, mais ce n'est pas fait pour les gens de Tanger ou Tétouan, mais pour les gens qui viennent du monde entier. Voilà, merci beaucoup. Merci infiniment, merci à tous et bonne soirée.